présente quelqu'un qui me tient à cœur, que des fois dans notre vie d'homme, au sens large du terme, on rencontre. Ce sont des belles rencontres qui vous marquent. Hein. Il n'y a pas besoin de se voir pendant 3 heures, des fois, il suffit que quelques minutes. Ce fut le cas avec Étienne. Et donc, je tenais à ce qu'il témoigne à notre congrès, qui est basé sur la rupture. Et je trouve que c'était un lien assez évident entre les ruptures humaines, sociales et celle du logement, puisque c'est lié avec tout cela. Mais avant tout, c'est une aventure humaine absolument extraordinaire, hein, d'un de nos contemporains. Et moi, je suis très fier d'accueillir Étienne Villemain, qui est le fondateur des Maisons Lazare et qui, maintenant, a laissé cette première association vivre sa vie, je dirais, normale, et qui a créé un nouveau projet sur le village de François, les villages de François. Et là, c'est encore une aventure absolument époustouflante. Vous savez, nous sommes dans la salle beaucoup de chefs d'entreprise. Comme je dis souvent, c'est peut-être encore une des rares aventures humaines qui existent sur Terre, des chefs d'entreprise, parce que tous les jours, on a le droit à une bonne ou une mauvaise nouvelle. Donc, eh bien, Étienne, lui, il fait quelque part fi de tout ça, et il avance, et pour le bien de nous tous. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Il y a une quinzaine d'années, je me suis mis en colocation avec 3 personnes SDF, Karim, Rabat et Yves, et on était 3 jeunes actifs. Il y avait Martin, Valérie et puis moi. Et on a commencé à vivre dans un appartement et c'était une vie tout à fait ordinaire et extraordinaire. Karim, son papa a étranglé sa petite sœur devant lui à l'âge de 3 ans. Il est comme sidéré, il n'est pas idiot, mais il n'a pas pu se développer. Il a 200 mots de vocabulaire. Et pour s'en sortir, il fume du shit, il boit de l'alcool et il prend des médocs. Et de temps en temps, il pète un câble. Et ensuite, il y a Rabat. Rabat, lui, a une difficulté d'alcool. Il a énormément souffert. Et voilà, il se bat contre l'alcool courageusement. Et puis Yves vit dans une dépression importante. Et pendant 2 ans, on vit une vie de coloc classique. Après le boulot, on se retrouve. Et en même temps, quelque chose d'extraordinaire où on est profondément heureux de vivre ensemble. On part parfois en week-end ensemble, etc. Et c'est très chouette. Et puis moi, je me suis dit, ça me rend heureux. Je voyais autour de moi que ça rendait heureux. Et je me suis dit, il faut qu'on propose à d'autres de nous rejoindre. Et donc, on a développé un 2e appart, un 3e appart, un 4e appart. Enfin bref, ça s'est développé un peu partout en France. Et puis, on a développé ensuite ce projet au-delà de Paris, en créant Lazare, où je suis allé ouvrir une maison à Lyon, Marseille, Angers, Lille, Vaumoise, avec une équipe super, des gens très compétents et courageux. Et puis, on s'est développé en Espagne, en Belgique, etc. Aujourd'hui, il y a à peu près 500 personnes qui vivent dans ces colocations, dont la moitié de personnes qui sont passées par la rue. Et je voudrais vous parler d'un gars, par exemple, qui s'appelle Louis. Un jour, avec ma femme et mes enfants, donc on quitte ces différentes maisons pour ouvrir une maison à la campagne avec une dizaine d'hommes de la rue. Et en même temps, on crée un jardin maraîcher en permaculture pour donner du travail à ces personnes. Et on commence à vivre avec Louis. Et un jour, Louis arrive dans mon bureau et il hurle. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, je l'ai dit à personne. Et il me raconte son histoire, qui est une histoire absolument dramatique. Le pire de ce que vous imaginez n'arrive pas à la cheville de ce qui lui est vraiment arrivé. Par délicatesse, je ne dirais pas ce qui lui est arrivé, mais vraiment une histoire terrible. Et Louis fait une tentative de suicide, une 2e tentative de suicide, une 3e tentative de suicide. Et puis, on parle. Et puis, petit à petit, il lâche ses fardeaux. Et on construit une relation de confiance. Et Louis retrouve un travail, il a un logement. Et aujourd'hui, Louis a son appartement et il a un travail et il est très courageux. Voilà. Et en fait, je voudrais vous parler au travers de tous vos métiers qui sont capitaux dans la construction, dans l'économie, vous les économistes, l'ingénierie, l'intelligence que vous apportez dans le bâtiment sont primordiaux. Toutes ces réflexions sont primordiales pour permettre de faire vivre ensemble des gens fragiles.
Aujourd'hui, hier, vous parliez des ruptures, avec notamment par rapport à l'écologie. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a énormément de ruptures dans notre société. Il y a 140 000 personnes qui sont à la rue. Les 3/4 des gens qui sont à la rue n'ont plus de contact avec l'un des deux parents ou les deux parents depuis l'âge de 16 ans. La première cause de pauvreté en France, c'est la famille détruite, l'éclatement de la famille. Une famille qui divorce, c'est 30% de ressources en moins. Donc, première chose, la fragilité de la famille, la pauvreté, ces familles qui éclatent, c'est vraiment une souffrance. Et on voit combien il y a énormément de personnes qui sont à la rue. 140 000 personnes en France sont à la rue. Il y a beaucoup de gens qui sont migrantes, on ne sait même pas trop calculer combien il y a de personnes qui sont à la rue. On est dans une société où il y a 30 000 femmes qui sont dans la traite humaine avec la prostitution. On est dans une société où une personne âgée sur 10 se dit victime de maltraitance. Je ne vous parle pas de l'isolement, de la solitude, de la dépression chez les jeunes et du suicide chez les jeunes et aussi chez les personnes âgées. Tout ce constat est bien noir et bien dramatique, et on pourrait se dire, eh bien, tout est foutu, et on ne s'en sortira pas. Et puis on peut se dire, eh ben non, il y a quelque chose à mettre en place, et on croit que c'est possible, mais en fait, l'homme est capable de bien plus que ça, et il faut faire confiance à l'homme. Alors, aujourd'hui, on a réfléchi avec une équipe et on s'est dit comment on peut travailler sur ça. Quand une personne est à la rue, elle rencontre que d'autres personnes qui sont à la rue. Elle va passer de centres sociaux en centres sociaux et les ruptures vont s'accumuler. Eh bien, nous, l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut reconstruire une relation d'amitié fraternelle, et je dis bien fraternelle. Un frère, c'est pas quelqu'un qu'on choisit, c'est quelqu'un qu'on reçoit et avec qui on doit vivre. Et quelquefois, on s'engueule et on se pardonne et on choisit pas son frère, quoi. Vous n'avez pas choisi vos frères et vos sœurs. Et donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut créer une relation fraternelle avec ces personnes. Alors, on se dit comment sortir aussi d'un système où on va mettre les personnes de la rue ou les personnes fragiles toutes ensemble dans un même bocal, et comment est-ce qu'on va leur proposer une nouvelle vie. C'est quoi la nouvelle vie après le Covid, après toutes ces crises successives, Charlie Hebdo, les subprimes, vous voyez, il y a de plus en plus de crises. Le Covid, il y a de plus en plus de crises, le monde s'accélère et on va avoir un nombre de crises qui vont augmenter. Et dans un monde où hyper connecté avec son téléphone, on peut ouvrir les volets de sa baraque à 1000 km, on peut passer un coup de téléphone d'un avion dans un train qui sont tous les deux en train de se déplacer. Enfin, on peut faire des greffes de moelle osseuse, aller voir dans le micro de l'atome, machin, etc. Et dans cette société incroyable, on est incapable de prendre soin des plus fragiles. En venant ici, j'ai croisé 2 personnes. Un jeune qui était à la rue, et j'ai fait moins de 800 mètres à pied. J'ai croisé un jeune qui était à la rue et une personne âgée qui était aussi à la rue et qui visiblement a un problème psychologique important. Dans notre société, on accepte que les handicapés soient à la rue, on accepte que des familles dorment l'hiver dans la rue. C'est inacceptable. Et ça doit provoquer en nous la colère. Et on voit pourtant que les pouvoirs publics font un maximum et on ne peut pas leur jeter la pierre, mais en même temps, on doit se dire que ça ne fonctionne pas et qu'on doit chacun prendre notre part de responsabilité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer le monde ? Alors, avec l'équipe du village de François, on s'est dit, il y a une première chose, c'est que trop souvent, on vocalise. On met les handicapés avec les handicapés, les SDF avec les SDF, les prostituées avec les prostituées. Et comment est-ce qu'on peut faire pour que on crée une vraie vie ? Quelquefois, on entend dire « Ah, dans un EHPAD, on a construit... il y a une crèche dans un EHPAD. Ah, magnifique, extraordinaire. » Mais en fait, autrefois, c'était la vraie vie, quoi. Dans le village, il y avait l'imbécile, l'idiot du village, il y avait tout le monde, il y avait les vieux, les jeunes, et on avait une vraie richesse. Les vieux enseignaient les jeunes, il y avait une culture qui se transmettait. Aujourd'hui, il n'y a plus de repères. Et comment est-ce qu'on peut donner des repères dans un monde sans pères, sans repères ? Comment est-ce qu'on peut donner des repères ? Alors l'une de nos réflexions, c'est de se dire, on voudrait faire un village. Ça s'appelle le village de François. Moi, je suis à titre perso, je suis très touché par l'Évangile et notamment par Saint François. Et Saint François, un jour, il croise un pauvre et il embrasse ce pauvre et il comprend que c'est le Christ et ça le bouleverse. Et d'ailleurs, ce pauvre, c'est un lépreux. Et moi, je me dis, aujourd'hui, toutes ces personnes qui sont des pauvres, des lépreux, des fragiles de notre société, on les met en périphérie. Comment est-ce qu'on peut les mettre au cœur de notre
notre société. Et comment est-ce qu'on peut les mettre au centre? Aujourd'hui, on ne peut pas être fier de notre société quand on voit toute cette misère qu'il y a. Mais si on prend les personnes les plus fragiles et qu'on leur propose une place et qu'on construit avec eux une société, alors notre société sera plus belle et on pourra être fier de nous. Et donc l'idée, c'est de se dire, on veut faire un village où on va proposer à tous ces lépreux d'aujourd'hui de vivre ensemble. Donc on va faire un village où on va proposer à des personnes qui sont passées par la rue, on va proposer à des femmes qui sont issues de la prostitution, on va proposer à des personnes handicapées, à des personnes âgées qui ne veulent pas mourir dans un EHPAD où c'est une voie de garage. Qui veut aujourd'hui aller dans un EHPAD? Celui qui lève la main, je vais être surpris. Hein. Personne ne veut aller dans un EHPAD. Comment on peut faire vivre tout ça? Et vous voyez, on a réfléchi à ce projet depuis 2 ans et c'est en train de s'ouvrir là à Toulouse. Et on n'a pas commencé à communiquer pour chercher des familles. Et puis à un moment, on se dit, oh, ça démarre. On a trouvé une vieille abbaye qui nous permet d'accueillir à peu près 150 personnes. On a trouvé de quoi financer de manière providentielle l'achat de cette abbaye. Et maintenant, il faut qu'on ait des familles, quoi. Et on a sur notre site internet un formulaire où les gens peuvent mettre des messages. Mais comme on est une toute petite équipe et qu'on n'a pas beaucoup de moyens, je n'avais pas le temps d'aller regarder. Puis je suis allé voir. Vous savez combien il y a de familles qui sont présentées? 25 familles. 25 familles qui se lèvent et qui disent « Moi, je ne veux pas de cette société, je veux m'investir aux côtés des plus fragiles et des plus pauvres. » Eh bien, voilà la société qu'on veut créer. C'est une société où on veut développer le vivre ensemble, où les personnes les plus fragiles ont leur place au centre. Ça, c'est le premier point du village de François. Le deuxième point, c'est de se dire... Trop souvent, ces personnes sont considérées comme des poids pour la société. Elles ont le RSA sous perf. Et vous voyez, je vais faire un peu une critique un peu négative du système, même s'il a beaucoup d'avantages. Une personne qui est en galère, elle va avoir une assistante sociale, on va lui donner le RSA, on va le mettre dans un centre social. Cette personne va arriver, il y aura un self dans le centre social, il y aura une dame à la borne d'accueil, il y aura... j'ai visité un centre social comme ça, il y a un vigile à l'accueil avec un chien. Un peu plus loin, il y a une dame avec une borne, il y a un médecin psychiatre, et il y a un autre bureau où c'est l'assistante sociale, et puis ils avancent, il y a un self, et puis on avance, et il y a une dame qui fait le ménage avec une société honnête qui fait le ménage dans l'immeuble. Ça, c'est la société qu'on propose à des gens qui sont cassés. C'est ça qu'on leur propose. On leur propose, en fait, tu n'y arrives pas et tu es trop nul, donc on va faire les courses à ta place, on va gérer à ta place, on va prendre ta vie en main, pardon, et on va gérer l'intégralité de ta vie. Eh ben, nous, notre idée, c'est de dire chaque personne est responsable et en fait, elle est capable. Tu es capable de bien plus que ce que tu n'oses croire. Et toi, tu penses que tu ne vaux pas le coup, mais nous, on te dit que tu vaux le coup. Et vous voyez, on a développé un jardin maraîcher en permaculture où on a essayé de prendre les gens dans leur globalité. Et aujourd'hui, le taux d'insertion en général dans les ACI, associations en chantier d'insertion, il est aux alentours de 30%. On est entre des variations entre 80 et 100% selon les trimestres. Voilà. C'est des résultats incroyables. Pourquoi? Parce qu'on prend la personne dans la globalité. Vous voyez, donc deuxième truc, montrer que les gens sont capables de produire de la richesse. Et aujourd'hui, il y a plein d'entreprises qui disent, nous, on en a marre de produire n'importe comment et on veut s'engager au village de François pour produire avec vous. On va mettre, par exemple, il y a un espace de coworking, on va mettre des gens de notre entreprise ici pour se souvenir qu'il y a des pauvres dans notre société, ou alors on va travailler avec eux. C'est par exemple l'exemple d'une société qui s'appelle Solibio. Solibio fait des produits, par exemple des gels hydroalcooliques, ils font de la lessive, ils ont une énorme palette de produits et ils nous proposent de faire un partenariat avec eux. Et donc ils font solidaire et bio, ils font du bio évidemment. Et donc l'idée, c'est de travailler avec eux pour donner du travail à des personnes qui n'ont pas forcément des compétences. On arrive dans une société où tout est digitalisé, robotisé. Et bien là, d'un seul coup, on va avoir une société où on va demander à des personnes d'impacter, alors qu'on pourrait avoir un robot qui impacte. Mais tant pis, on va créer un emploi en se disant, on va faire de la lessive avec des personnes fragiles. Et la lessive, vous voyez, à Toulouse, on a 180 hectares de terre. On est en train d'essayer de faire un partenariat
avec les agriculteurs. On voudrait leur proposer d'acheter du tournesol. On va leur acheter le tournesol qu'ils vont faire autour de l'abbaye et qu'ils le produisent de manière tout à fait biologique. Avec ce tournesol, on fait de la lessive et elle sera vendue à Toulouse. Donc circuit ultra court, circuit positif qui prend la personne fragile au centre et qui lui la valorise. Et vous voyez, c'est l'exemple des cafés joyeux. Je ne sais pas si vous connaissez ces cafés. C'est assez incroyable. C'est un type qui fait partie du conseil d'administration du village de François qui s'appelle Yann Bucaille. Il a une grosse société et il se dit les personnes trisomiques sont importantes. Un jour, il part en bateau avec elles et il y a un jeune qui lui dit toi, tu es chef d'entreprise, tu n'as pas du boulot pour moi. Et le type est piqué au vif et il se dit il faut que je fasse quelque chose. Et il développe des cafés qui s'appellent les cafés joyeux. Et ces cafés-là embauchent spécifiquement des personnes trisomiques. Et quand vous y allez, je peux vous promettre que vous achetez beaucoup plus qu'un café. Vous vivez un moment extraordinaire où la personne va vous reconnaître. Vous voyez. Donc, ce que je voudrais vous dire aussi, au travers de votre métier d'économiste, et nous, au village de François et puis à Lazare, on a suivi beaucoup de chantiers. Et je vois combien le métier d'économiste est un métier extrêmement intéressant parce que vous apportez de l'intelligence à de la matière. Vous apportez du génie, mais c'est absolument extra. C'est-à-dire que pour nous, le budget, un sou est un sou. Et quand quelqu'un nous fait des dons, 1 euro, c'est 1 euro de confiance. Et on n'a pas le droit de gaspiller cet argent. Et donc, ça vaut le coup qu'on investisse sur un économiste pour qu'il nous aide à optimiser les coûts. À réfléchir à la bonne chaudière, aux bons matériaux. Peut-être que ça coûtera un petit peu plus cher au début, mais après, pendant 30 ans, on n'aura pas besoin de réinvestir. Vous voyez, on a rénové une maison dans l'Oise. On a décidé, avec l'économiste, de mettre sur certains murs de la pierre apparente. Parce que quelqu'un qui est en colère, qui a vécu plein de misère dans sa vie, il va donner un coup de poing sur un placo et ça va traverser. Mais quand il y a un mur en pierre, avant de taper dessus, il va se calmer. Et puis, faire un bel endroit qui ne fasse pas centre social, mais un endroit où il y ait du bois, de la pierre, et en même temps où ça ne va pas être un puits sans fond, où c'est bien isolé, où on sait qu'on ne va pas gaspiller en permanence de l'argent, c'est un lieu qui est important. Les gens, quand ils sont arrivés dans cette maison, certains gars qui étaient à la rue depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, se sont mis à pleurer. C'est pas possible, pas pour moi. Et si c'est pour toi. Et je peux vous dire que je suis allé avec des amis, on est allé visiter la maison régulièrement, et leur appartement. Et ces appartements étaient nickel. Pourquoi ? Parce que la confiance qu'on fait les honore et fait qu'ils respectent infiniment. Et si vous mettez quelqu'un dans un bel espace, ça l'aide à vivre. Je voudrais le thème de cette conférence, c'était la confiance. C'est évident que la confiance nous fait repartir. Je me souviens d'un homme un jour qui passe devant, j'étais avec lui en voiture, avec cette personne-là, et il dit « cette bonne femme, elle est foutue ». Et ça m'a profondément choqué. Personne n'est foutu. Et en fait, notre regard, la confiance qu'on met dans les personnes qui sont en face de nous, honore ces personnes et font d'elles des êtres humains. Et quand on n'a pas confiance, nous devenons des véritables animaux, quoi. On devient voilà, notre regard de confiance fait de l'autre un être humain et nous rend un peu plus homme ou un peu plus femme. Je suis très marqué sur la dimension de l'écologie. Je pense que l'écologie, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. C'est quelque chose d'extrêmement important. On voit bien qu'il y a une crise majeure, que le climat se réchauffe, etc. Sans être alarmiste, on ne peut plus faire comme avant. Mais l'écologie pour l'écologie n'a absolument aucun intérêt. Le centre de l'écologie, c'est avant tout l'homme. On ne peut pas jouer avec l'homme, modifier génétiquement l'homme, faire des chimères. On ne peut pas faire n'importe quoi avec l'être humain, modifier son patrimoine génétique. Ça, à mon avis, c'est extrêmement dangereux. On ne peut pas atteindre à la vie d'un homme du début à la fin de sa vie. L'homme doit être au centre de notre belle création. Et l'homme...
il faut construire autour de lui la société. Il faut construire autour de lui le travail qui est adapté à chacun. Et chacun dans notre société doit avoir sa place. Et ce qui fera de notre société une société fière et belle, c'est une société où on prend soin des plus fragiles. Et voilà, je pense que c'est essentiel. Merci pour votre travail d'économiste. Merci pour le travail de la construction. Mettez du génie dans les constructions que vous faites. Il faut toujours penser aux personnes qui vont vivre dans ces maisons. Vous voyez, avec ma femme et mes enfants, on habite dans une toute petite maison pour le moment parce que voilà, et on voit combien c'est difficile parce que on se bute un peu, on n'a pas tout à fait la place d'être tous autour de la table. Et pendant le Covid, on a eu la chance, on était chez mes beaux-parents, on avait beaucoup de place. La place, ça aide à vivre. La conception des maisons, l'ingéniosité que vous apportez aide nos concitoyens à vivre plus paisiblement et à prendre soin les uns des autres. Voilà. Et puis, je pense une dernière chose, je pense que tout homme est sacré et que c'est notre regard, c'est notre confiance qui montre à ces personnes qu'elles sont importantes. Et j'aime beaucoup une parole de Mère Teresa qui dit « Cherchez les pauvres, trouvez-les, aimez-les ». Et je pense qu'autour de nous, il y a partout des gens qui sont pauvres, pas forcément qui ont un compte en banque vide, mais des gens qui sont avec une fragilité, une souffrance, qui sont en difficulté de couple, qui sont en vraie souffrance. Et si on veut que notre monde change, eh ben c'est chacun de nous, ça commence par moi, par vous, et si chacun de nous on change, eh bien, et qu'on met de la confiance, eh bien, on va avoir un monde qui sera plus beau, et c'est ça le nouveau monde qu'on attend. Je vous parlais de l'écologie, je vous invite à découvrir un livre que j'aime beaucoup, qui est Laudato Si, c'est le pape François qui l'écrit. Il l'écrit à tout le monde entier, pas que aux chrétiens. Et j'ai trouvé ce texte assez lumineux et qui nous aide à mettre l'homme au centre de la création. Je vous remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a peut-être des questions ? Oui. Merci beaucoup, Étienne, parce que, en tout cas, me concernant, on apprend au sens ça réchauffe le cœur, parce qu'on est tous dans le verbal, mais pas forcément, moi le premier, pas forcément dans l'action sur ce sujet. Donc on est face ici à des humains et aussi des gens qui sont dans le logement, dans le bâtiment, et la finalité souvent c'est le logement. Ce qui est marquant, entre autres, dans tout ce que tu as dit, il y a plein de choses marquantes, on pourrait en parler des heures, c'est que tu as dit, c'est finalement... Mais tu avais déjà décidé d'être en colocation avec des gens qui étaient en difficulté et avec des drames. Et alors, c'est qu'il y a forcément une intimité qui se crée au sein d'un logement quand on vit ensemble. Et c'est aussi une des choses qui ressort de ton témoignage. Ce n'est pas un discours comme nous, on peut faire tous les jours, ou là, comme je fais, c'est un témoignage. C'est qu'il y a une intimité dans un logement, et donc c'est une des finalités, finalement, de la construction. Et que... Alors, tu n'y étais pas par hasard, mais ça a renforcé, toi, ta conviction de ce que j'ai compris, de les aider et de déployer le village de François avec ce principe de colocation. Est-ce que je me trompe ? Non. Lazare, pardon. Lazare et le village de François, mais il y a des points communs. Je dirais que Lazare, c'est une première expérience, et puis on s'est rendu compte qu'on faisait vivre que des personnes de la rue. Moi, je me suis dit ça, et je me suis dit, ce qui est important, c'est aussi de proposer une espèce de mixité pour sortir de ces cases, de ces silos, les couloirs, et de ces couloirs où les gens ne peuvent pas sortir. Une personne qui est handicapée, c'est très difficile pour elle de côtoyer quelqu'un qui n'est pas handicapés, etc. Et souvent, ils se retrouvent entre handicapés, et les personnes de la rue, même chose. Et donc, ça c'est sûr que je crois que Lazare, c'était une super expérience, que c'est une très belle assoce, et je pense qu'on peut faire aussi encore différemment. Il y a tellement de choses à innover. Une chose, c'est vrai qu'il y a une histoire d'intimité. Au début, une personne de la rue, par exemple, je pense à Michel. Michel, j'ai habité avec lui pendant une bonne année. Il était schizophrène quand il arrivait. Vous imaginez un gros bonhomme, et on ne pouvait pas donner la couleur de ses fringues tellement elles étaient sales. Il avait les cheveux longs, une grosse lèvre, et il avait honte et regardait ses pieds.
Et donc il y a un coloc qui dit Michel, tu veux que je te coupe les cheveux? Et puis on lui file des fringues, et puis il se lave, et puis il a une chambre, et puis on apprend à vivre ensemble. On travaille avec un psychiatre pour savoir. Et puis le psychiatre dit pour le moment on va voir. Et en fait le fait d'avoir ce cadre l'a stabilisé et l'a énormément aidé. Et Michel, c'est vraiment une petite merveille, quoi. Et au début, on a tous peur quand on dit vivre avec un schizophrène, oh là, tout le monde se barre en courant. Ou vivre avec un. Pardon de dire ce mot parce que j'aime pas trop, mais vivre avec un clodo, ça va être dégueulasse et tout. Et en fait, non, c'est pas des clodos, c'est Patrice, c'est Jackie, c'est Bruno, c'est Michel, c'est des personnes et avec qui on crée une histoire, avec qui on devient frère. Et vous voyez, quand avec ma femme on est arrivé, alors moi j'ai habité pendant plusieurs années avec des personnes de la rue, et puis j'ai eu la chance de rencontrer la plus belle femme du monde qui s'appelle Raphaël, et puis on s'est mariés, on a eu des enfants, et puis on a décidé de revivre avec notre famille à proximité d'une colocation. Donc on avait un appartement, et puis il y avait 2 appartements de gars de la rue, et tous les jours on passait du temps avec eux. Et en vivant avec ces gars, au début, ma femme était très craintive. Ce qu'on peut comprendre, une jeune femme jolie et tout ça, elle a une forme d'angoisse. Et puis, en fait, quand on est parti, elle pleurait, elle ne voulait pas partir. Et on est devenus amis avec ces gens-là, mais profondément. Je ne les vois plus du tout comme des SDF. D'ailleurs, vous voyez, c'est marrant parce que physiquement, on voit un changement. Au début, ils sont voûtés, ils n'ont plus beaucoup de dents, la mine un peu pâle. Et puis petit à petit, ils se redressent, ils prennent confiance en eux, ils sont beaux, ils se font refaire les dents. Et puis, on apprend leur talent, on découvre qu'il y en a un qui est un gros blagueur, et tous les vendredis soirs, on se fait une bouffe ensemble, et on rigole vraiment. Et en fait, on se dit, mais c'est ça la vraie vie, quoi. C'est aller faire un petit dîner mondain où on est avec notre masque, pas celui comme ça, mais celui... et on quitte nos masques et on se dit, en fait, là, on est face à du vrai, du lourd, du bon. C'est des belles personnes. Vous savez, les personnes fragiles et pauvres, en fait, elles nous inquiètent. Et vous savez pourquoi? Parce qu'elles nous remettent face à notre propre pauvreté, notre propre fragilité. Elles nous revoient à ça. Et nous, on angoisse à l'idée un jour de se retrouver dans une situation comme ça. Mais si on accueillait d'abord notre fragilité, si on reconnaissait que, oui, je suis pauvre, oui, j'ai telle et telle fragilité, si on accueille nous-mêmes nos fragilités, alors on va évidemment accueillir la fragilité de l'autre et reconnaître que l'autre est un trésor. Mais en fait, en chacun de nous, il y a un petit Étienne, un petit Bruno, un petit je sais pas quoi, et qui a des peurs, qui a ses angoisses, qui a ses fragilités. Faut apprendre à aimer ce petit bonhomme en nous pour aussi aller vers l'autre et se dire, toutes ces personnes qui sont dans la rue, et toutes ces personnes qui sont dans la misère, qui vivent la prostitution, etc., elles doivent avoir une chance. C'est des trésors, et il faut les rencontrer, et ça va changer notre vie. On a le choix d'avoir une vie cool ou alors une vie extraordinaire. Et je crois qu'il ne faut pas hésiter. Je ne sais pas s'il y a des questions. Pascal? Oui, moi j'avais, en fin de compte, j'avais 2 questions. Il y en a une, il y a eu des journalistes qui ont vécu avec des SDF, on a eu des articles comme ça, et il y en a qui disent, certains sont irrécupérables. Alors c'est vachement violent d'entendre ça. À ton avis, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y en a qui... C'est une fatalité? Est-ce qu'ils retournent à la rue pour certains d'entre eux? Est-ce que c'est une finalité ou pas? Je vais répondre, mais avant, je vais faire une petite digression. Il y a 15 ans, quand je ressens cet appel pour vivre avec les personnes de la rue, j'étais en train de faire une retraite spirituelle, parce que, comme je vous disais, je suis catho, et au cours de cette retraite, il y a une bonne sœur qui dit, allez devant l'hôtel, prenez la corbeille, un petit papier avec le nom d'un saint. C'est pas vous qui choisissez le saint, c'est le saint qui vous choisit. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et j'étais au fond du rack, parce qu'une rupture de cœur, enfin bref. Et je me lève, et au moment où je me lève, j'ai une parole dans le cœur. Si c'est Mère Teresa, tu te mets en colloque avec Jean de la rue. Je me lève, je vais prendre le petit bout de papier, c'était marqué Mère Teresa. Et là, une douche, je suis bouleversé au fond de moi, et en dessous, il y a marqué une phrase, et quelle est la réponse? Vous n'êtes pas appelé à réussir, mais à être fidèle. En fait, je ne suis pas appelé à sortir les gens de la rue. Je ne suis pas appelé à faire d'eux des gens super. Je suis appelé à vivre avec eux fidèlement, à être au quotidien avec eux. Et c'est cette amitié qui fait que ces gens se remettent debout. Dire que quelqu'un est irrécupérable, c'est faux. C'est faux. Personne. Chacun est sacré. Peut-être que le gars, il est dans sa tête tout seul et qu'il a un problème psy et que c'est compliqué. Et peut-être que toute sa vie, il sera schizophrène ou je sais pas quoi. Mais c'est quelqu'un d'important. Et c'est à nous de vivre avec cette personne. Peut-être qu'une personne semble être un légume, mais que c'est un trésor. Peut-être qu'on pourrait dire aux yeux de la société, mais c'est quelqu'un qui est irrécupérable. Il faut le piquer et puis on le jette.
Mais non, moi je crois que chaque personne est sacrée et qu'au travers de ces personnes, il y a quelque chose d'incroyable qui nous parle de nous-mêmes et qui parle à toute cette société. Et je crois profondément que personne n'est irrécupérable. Et que parfois, on imagine que des gens sont irrécupérables. Et puis, je pense par exemple à Karim, avec qui c'était très très difficile pendant des mois et des mois. Et il était d'une forme de violence. Un jour, j'arrive, la porte était décrochée du mur, vous voyez. Et je dis, dis donc Karim, qu'est-ce qui s'est passé là? Il dit, ah, la fenêtre elle est ouverte, la porte il a claqué. Je dis, oh, tu te moques de moi. Et le poulet qui est par terre dans la cuisine et le melon évidemment, il avait bu un coup de trop, etc. Et donc, c'était difficile avec Karim. Mais un jour, à force de confiance, de persévérance dans un regard qu'on a essayé de porter positif, même si parfois c'est difficile, eh ben, aujourd'hui, ce gars a un travail, un logement. Il est très fragile. Toute sa vie, il sera fragile. Mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de savoir que Karim, tu as une place dans mon cœur pour toujours. Et jamais je t'oublierai. Et tu auras toujours cette place. Et je t'aime, même avec tes limites, tes fragilités, etc. Et ça, ce regard aimant, qu'on peut tous avoir, c'est un regard qui nous bouleverse chacun et qui fait de nous des êtres humains. Et au lieu de dire on va piquer les vieux, etc., on pourrait se dire toutes ces personnes-là, c'est des trésors. Ils ont eu une histoire incroyable. C'est des gens qui, même pas par ce qu'ils ont fait, mais juste par le fait d'être, ce sont des personnes sacrées. Et ils méritent tout notre respect et notre attention. Et je crois que ça, c'est un vrai secret. Il faut prendre soin de chacun de nous. Et là, c'est ça la nouvelle société après Covid, après tous les drames qu'on vit. Vous savez, la seule chose qui sauve le monde, c'est l'amour. Et donc, il faut qu'on essaye d'aimer. Alors, c'est assez dans les hautes sphères, ce que je dis, mais c'est au quotidien. C'est des gens avec qui j'ai travaillé qui m'ont blessé. Eh ben, je voudrais leur dire que je les aime. Je leur pardonne profondément. Je veux apprendre à leur pardonner et je veux les bénir. Voilà. Et leur dire du bien d'eux. Voilà. Voilà. S'ils m'écoutent par Internet, je leur dis qu'au fond de mon cœur, je leur ai pardonné et que je les aime. Voilà. Alors c'est très émouvant. Maintenant, on va parler de tes projets parce que tu m'as parlé tout à l'heure. Il y a une maison sur Toulouse et tu peux nous en dire un peu plus sur les futurs projets parce que vous allez voir, c'est assez impressionnant. Alors on a plusieurs projets de maisons. On voudrait là on a fait l'acquisition d'un monastère qui se trouve à 30 minutes de Toulouse avec 180 hectares de terre. Dans ce site-là, on voudrait à terme faire vivre 150 personnes. On voudrait loger. Aujourd'hui, on a à peu près 6 familles sur les 25 familles, on a 6 familles qui nous ont dit qu'elles étaient prêtes à venir. On a une colocation de 4-5 hommes qui pourraient venir. On a des personnes de la rue qui vont venir, des femmes issues de la prostitution. À chaque fois, on fait appel à des associations qui sont expertes dans leur domaine. Par exemple, une association qui s'appelle Magdalena, qui accueille des femmes issues de la prostitution. Eh ben, on propose à ces structures de venir et nous, on met en réseau toutes ces associations et on les aide à développer leur mission, mais en étant connectés à d'autres. Et on s'aperçoit qu'en mettant ces associations les unes à côté des autres, elles sont beaucoup plus fortes. Et ce qui nous permet aussi de dire que, vous savez, l'angoisse des personnes fragiles, c'est souvent le soir et le week-end, parce qu'ils sont seuls. Pendant la journée, on peut les aider à trouver du boulot, etc. Mais le soir et le week-end, il y a beaucoup de gars qui vont picoler. Eh ben, si on est plusieurs assos, le soir, on peut proposer, tiens, il y a une conférence qui est faite, il y a une personne qui vit en béguinage, qui est une personne âgée, qui va nous parler de son expérience dans sa profession. On va avoir un spécialiste de la permaculture qui va venir nous faire un topo. Et puis, il y a un soir par semaine, on peut imaginer un soir de formation. Il y a des soirs où on peut imaginer des temps où on joue aux cartes, des soirs où on peut faire venir un conteur. Et l'idée, c'est peut-être de laisser un peu la télé de côté et de se rencontrer. Et le projet du village de François, donc à Toulouse, c'est de faire vivre à peu près 150 personnes avec différentes associations, avec des modalités très différentes. Des studios, des appartements de famille, des colocations de 8, de 4, des appartements, par exemple, on travaille avec un projet qui s'appelle 7 familles,
qui loge une famille et 4 personnes qui sont âgées. Et donc, il y a une maman de cette famille qui va veiller à ce que les personnes âgées qui ne sont pas dépendantes, qui sont avec une certaine autonomie, mais que tout aille bien. Je suis un regard bienveillant. Si tu veux, je t'emmène faire des courses. Tiens, tel jour, on pourrait aller visiter tel truc à côté. On va visiter Airbus, si tu veux, je t'emmène. Et créer des liens. Vous savez, ce type de choses fait reculer l'âge de la dépendance ou de la grande dépendance de 7 ans. On a des études très... Vous voyez, vous mettez quelqu'un en EHPAD, boum, 7 ans, et donc 7 ans où des gens vont être malheureux, où ils vont... Eh ben, hop, on peut aider vraiment à améliorer la qualité de vie. Donc voilà, on a tout ce projet-là. On travaille avec les agriculteurs et c'est ce que je vous disais avec une société, par exemple, qui s'appelle Solibio. On a un projet pour redévelopper de l'apiculture. On a actuellement on a du miel qui va être vendu. Vous pourrez tout découvrir sur le site www.levillagedefrançois.com. Mais donc on va vendre du miel. On voudrait reproduire remettre des ruches parce qu'aujourd'hui c'est juste du conditionnement. On voudrait développer avec l'ancien directeur international de l'ONF, on voudrait développer de la gestion forestière et faire des tables, des chaises en bois. Vous voyez, des métiers réels. Et aussi, ce qui est important pour nous dans le travail qu'on veut proposer aux personnes fragiles, c'est un travail du début à la fin. Un travail où le type va planter la graine, il va récolter sa courgette, il va vendre sa courgette. Et ça a du sens. Parce que quand vous êtes dans un métier où toute la journée, vous êtes en train de tamponner et vous ne savez pas pourquoi et à quoi ça sert, ben, le soir, on arrive, on ne se dit pas qu'on a fait changer le monde, quoi. Par contre, moi, j'ai vu de mes yeux des gars qui étaient vraiment voûtés et qui sont redressés quand leurs plantes poussaient et qui ont retrouvé le sourire en vendant, parfois un peu édenté, mais c'est pas grave, en vendant leurs courgettes. Et ça, c'est l'avenir, quoi. Et puis je crois qu'il y en a d'autres maisons Alors, avenir, là. On a ce projet de cette première maison à Toulouse qui va ouvrir, où il y a des familles qui commencent à arriver. Il y a actuellement des moines qui partent le 3 octobre. Et nous, à partir de cette date-là, on va petit à petit faire venir les familles, puis les associations. Ça, c'est le premier lieu. On a un deuxième lieu qui se trouve être à côté de Limoges. C'est là aussi une abbaye, parce que c'est des lieux qui sont très grands et qui permettent d'accueillir du monde. C'est des lieux aux alentours de 10 000 m². Là aussi, on voudrait loger 150, même 180 personnes. Donc là, c'est un projet de 15 millions d'euros. On a un projet à Lourdes, même chose, 15 millions d'euros. On a un projet possiblement en Bretagne. On avait un projet pour une chartreuse dans le Gard, mais c'est en train de tourner en jus de boudin. C'est le projet, c'est comme ça dans l'immobilier, vous savez bien, on lance des projets, puis quelquefois il y en a un qui capote, c'est jamais évident. En tout cas, j'en profite aussi pour passer un appel. Nous, on a besoin de faire travailler des architectes, des économistes, et ben, s'il y en a qui veulent nous aider bénévolement, c'est-à-dire que vous nous dites, moi je te fais une prestation. Il y en a pour 100 000 balles, par exemple, sur un gros projet. Eh ben, je te donne une facture de 100 000 euros. Nous, on vous fait une déduction sur les 5 ans à venir sur ces 100 000 euros fiscales. Et puis, vous nous refaites un don de ces 100 000 euros. Voyez, et ce qui permet d'être gagnant-gagnant et nous permettre d'avancer avec des coups de main. C'est comme ça qu'on bosse avec Lafarge, Schneider, etc. Ils nous donnent du matériel et on arrive à faire que des 15 millions d'euros, on arrive à finalement financer des projets et loger beaucoup de gens avec peu de moyens, quoi. Bon, il faut d'abord payer sa cotisation à l'Intec, je me signale. Un grand merci à chacun de vous et bonne journée et bonne fin de session ici. Merci Étienne.